Le fil de piano. En août 2013, deux cyclistes qui se trouvaient dans les bois près de Thatcher Park, dans l'État de New York, ont découvert le corps d'un homme gisant dans la terre, à côté d'un quad accidenté. Tendu en travers du sentier, juste derrière lui, se trouvait un fil métallique très fin, presque invisible, placé exactement à hauteur du cou d'un homme. L'homme mort s'appelait Daniel Ricketts, âgé de 50 ans. Derrière sa maison, dans les arbres, il cultivait de la marijuana, seulement 4 plants, mais ils lui appartenaient. Il était convaincu que tôt ou tard, quelqu'un viendrait les voler. Alors, il les protégea de la seule manière qu'il avait imaginée. Il plaça du fil barbelé autour des plants et installa un piège à mâchoire en acier destiné aux coyotes. Puis, en travers du petit sentier qui menait au plant, il tendit un fil d'acier, du même genre que ceux utilisés dans les pianos. Toute personne qui s'introduirait pour voler sa récolte tomberait directement dessus. Le problème, c'est que ce sentier n'appartenait pas uniquement aux voleurs. Les mêmes randonneurs qui découvrirent plus tard son corps auraient très bien pu tomber dans le piège avant lui. Un samedi après-midi, Ricketts monta dans son quad et traversa sa propre propriété en direction des plants, comme il l'avait fait de nombreuses fois. Il savait que le fil se trouvait quelque part, mais à grande vitesse, il est difficile de juger exactement où se trouve « quelque part ». À moitié ivre, il fonça dessus à pleine vitesse. Le fil lui serra la gorge et faillit lui arracher la tête, projetant son corps hors du quad. Il mourut instantanément, à des kilomètres de toute personne pouvant lui venir en aide. Il avait installé ce fil pour qu'il soit invisible. Et finalement, le seul homme qui savait qu'il était là ne parvint même pas à le voir. Il l'avait installé pour protéger 4 plants de marijuana. Cela lui coûta la vie. La clôture à singes. Noor Alamazy avait un problème avec les singes. Pendant plusieurs jours, une troupe de singes s'introduisait dans les maisons de son quartier à la cour, une ville de l'Assam, dans le nord-est de l'Inde. À 44 ans et vivant seul, il avait finalement perdu patience. Il décida donc de régler le problème à sa manière. Ce qu'il construisit était rudimentaire et mortel. Il installa des fils électriques dénudés reliés au courant, puis les fit courir autour de sa maison, fixés à des bâtons de bambou et à une vieille chaise en plastique. Tout ce qui les toucherait recevrait une violente décharge, suffisamment puissante pour faire tomber un singe sur le champ. Le problème, c'est que le fil ne pouvait pas faire la différence entre un singe et un être humain. Et Noor Alamazy devait toujours entrer et sortir de cette même maison chaque jour. Un lundi matin, il sortit de chez lui et oublia que les fils étaient sous tension. Il les effleura. Le courant le traversa et il s'effondra juste devant sa porte, sans personne suffisamment proche pour lui venir en aide. Il mourut en quelques secondes. Son corps resta près de la porte pendant des heures, suffisamment longtemps pour que sa peau s'assombrisse avant qu'on le découvre. La personne qui le trouva était son frère aîné, Abdul Qadir, qui vivait à proximité. Il vit Noor Alamazy au sol et ne savait pas que les fils étaient encore sous tension, ni que son frère était déjà mort. Il se pencha pour le relever, le saisit, et le même courant le traversa à son tour. Il mourut sur place, à côté de son frère. Même le chien de la famille, qui accourut après lui, fut tué. Noor Alamazy avait construit cette clôture pour tuer tout ce qui la franchirait. Elle le tua lui-même, puis son frère venu le sauver, puis le chien. Les singes pour lesquels elle avait été construite, eux, ne s'en approchèrent jamais. Le tapis de porte. Musa Gozome était un ingénieur retraité de 80 ans originaire d'Édramit, dans l'ouest de la Turquie. Il avait travaillé dans la sécurité des habitations en Allemagne. Chaque été, lui et sa femme Amy retournaient dans leur maison de vacances située près de la mer. C'était l'endroit où ils se sentaient le plus en sécurité au monde. Mais la maison restait vide chaque hiver et des voleurs continuaient d'y entrer. Musa était ingénieur, et les ingénieurs aiment résoudre les problèmes. Alors, en 2007, il en construisit un. Il perça un trou dans le mur du couloir, en face de la porte d'entrée, à environ 1,20 m du sol, et y dissimula une boîte métallique contenant un fusil de chasse. Puis il relia la détente à un fil fixé au tapis de porte. Ainsi, toute personne qui marcherait dessus recevrait une décharge de plomb en pleine poitrine. Le système ne pouvait évidemment pas faire la différence entre un cambrioleur, un invité ou Musa lui-même. Il y eut même un avertissement. Pendant qu'il construisait le dispositif, le fusil se déclencha accidentellement et blessa l'électricien qui l'aidait. Malgré cela, Musa conserva le piège et ajouta même une télécommande permettant de l'activer ou de le désactiver. En 2011, utiliser cette télécommande était devenu une habitude. Chaque fois qu'il quittait la maison, il activait le piège. Et chaque fois qu'il rentrait, il le désactivait avant d'ouvrir la porte. Un matin, le couple partit faire une promenade. Musa activa le piège avant de partir. Ils revinrent vers 14 h. Musa déverrouilla la porte d'entrée et posa le pied sur le tapis. Il devait se sentir parfaitement en sécurité. Mais cette fois, il avait oublié la télécommande. La boîte s'ouvrit et le fusil tira à plusieurs reprises. 5 balles touchèrent Musa et 3 atteignirent Amy, qui se trouvait à côté de lui. Ils moururent tous les deux sur place,
abattu par la machine qu'il avait construite pour tuer quiconque entrerait dans la maison. S'il avait simplement pensé à prendre la télécommande, il serait entré comme n'importe quel autre jour. Le piège à souris. Paul Morningstar vivait seul à Bonefish, une petite ville de Californie, et il comptait bien que cela reste ainsi. À un moment donné, il avait commencé à croire que quelqu'un voulait s'en prendre à lui. Avec le temps, cette peur avait envahi toute sa maison. Pour empêcher les gens d'entrer, il transforma son domicile en véritable champ de mine rempli d'armes à feu. Il installa des fusils de chasse dans différentes pièces et relia chacun d'eux à un piège à souris. Le moindre choc ou contact pouvait déclencher le piège et faire partir le coup de feu. Toute personne qui se faufilerait dans la maison de Paul recevrait une décharge de fusil de chasse bien avant de pouvoir l'atteindre. Le problème, c'est que Paul devait toujours vivre dans cette maison. Jour après jour, année après année, il se déplaçait entre ces pièces entourées de fusils chargés. Il ne pouvait laisser entrer personne. Et un seul faux pas pouvait déclencher un fusil pointé directement sur lui. Une maison aussi dangereuse ne se soucie pas de savoir qui a installé les pièges. Tôt ou tard, sa chance allait tourner. Un jour de 2013, ce fut le cas. Il s'approcha trop près de l'un de ses propres pièges. Le piège à souris se déclencha et le fusil de chasse tira à bout portant. Seul derrière ses portes verrouillées, sans personne à appeler, Paul mourut sur le sol. Lorsque la police arriva enfin, elle découvrit une maison trop dangereuse pour y entrer. Chaque pièce contenait encore une arme prête à tirer au moindre contact. Plutôt que d'envoyer un policier à l'intérieur, ils utilisèrent donc un robot de démineur. Le robot se déplaça de pièce en pièce et neutralisa les armes une par une. Paul avait passé ces dernières années à empêcher le monde entier d'entrer. Et de la pire manière qui soit, il avait réussi. Même après sa mort à l'intérieur, la seule chose capable d'entrer dans sa maison était une machine. La maison encombrée. Homer et l'anglais Collier étaient deux frères qui vivaient ensemble dans une immense maison délabrée de Harlem, à New York. Ils étaient nés dans une famille riche, mais vers les années 1940, ils s'étaient complètement isolés du monde. Homer, l'aîné, était devenu aveugle et pouvait à peine se déplacer. L'anglais, lui, avait abandonné toute sa vie pour s'occuper de son frère, le nourrir et le maintenir en vie. Mais la maison elle-même représentait le véritable danger. Au fil des années, les frères avaient rempli la maison du sol au plafond de déchets. Plus de 100 tonnes de journaux, de meubles et d'objets encombraient les pièces. Après plusieurs tentatives de cambriolage, l'anglais, qui avait une formation d'ingénieur, décida de protéger la maison. Il creusa d'étroits passages à travers les montagnes d'objets et les équipa de fils-pièges. Ainsi, tout objet lourd empilé au-dessus pouvait s'effondrer sur la tête d'un intrus. Pour rejoindre son frère, l'anglais devait emprunter ces mêmes passages tous les jours, en transportant la nourriture d'Homer. Il connaissait le chemin par cœur. Mais dans l'obscurité totale, avec des fils cachés de chaque côté, le moindre faux mouvement représentait toujours un risque. Un jour, en 1947, il fit finalement une erreur. Un mur de journaux et de boîtes métalliques s'effondra sur lui et le coinça dans un espace d'à peine 60 cm de largeur. Il suffoqua sous le poids de son propre piège. Homer n'avait aucun moyen de savoir que l'anglais était mort. Aveugle et incapable de se déplacer, il resta assis à attendre son frère qui le nourrissait. Mais la nourriture n'arriva jamais. Il mourut lentement de faim tandis que l'anglais était enseveli à quelques mètres seulement. Des semaines plus tard, une odeur terrible alerta finalement la police. Les policiers durent creuser leur chemin à travers les décombres avant d'atteindre les deux frères, dont les corps se trouvaient à seulement 3 mètres l'un de l'autre. L'anglais avait installé ses pièges pour les protéger tous les deux. Au lieu de cela, ils l'ont tué et ont laissé son frère aveugle mourir seul. L'incident de Thanksgiving. Pendant des mois, Ronald SEIR avait eu l'impression d'être livré à lui-même. Des gens continuaient d'entrer par effraction chez lui à Van Buren, dans le Maine. Et, selon lui, la police ne faisait pas grand-chose pour empêcher cela. Alors Ronald, âgé de 65 ans, décida que si personne d'autre ne voulait protéger sa maison, il le ferait lui-même. Ce qu'il construisit était rudimentaire, mais mortel. Il prit une arme de poing chargée et la fixa à l'intérieur de sa porte d'entrée. Il l'accabla de façon à ce qu'au moment où la porte s'ouvrirait, l'arme tire directement sur la personne qui se trouverait devant. Toute personne qui forcerait l'entrée de la maison de Ronald serait donc abattue avant même d'avoir mis un pied à l'intérieur. Le jour de Thanksgiving, en 2019, Ronald s'approcha de cette même porte et l'ouvrit lui-même. Qu'il ait oublié que le piège était activé ou qu'il n'y ait simplement pas pensé ne changeait rien. Le piège fit exactement ce pourquoi il avait été conçu. À quelques centimètres de distance, la balle le frappa. Mais il ne mourut pas immédiatement. Blessé et saignant, seul dans sa maison, l'homme qui avait cessé de compter sur la police prit finalement le téléphone et les appela. Il réussit à joindre le 911 et parvint à leur dire qu'il s'était tiré dessus avec son propre piège. La police se précipita sur place. Mais il était trop tard. Ronald était mort. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur les obligea à appeler une équipe de démineurs.
Cette arme n'était pas le seul piège qu'il avait installé. La maison entière était devenue dangereuse, même pour ceux qui venaient le secourir. Tout avait commencé parce que Ronald croyait que personne ne viendrait lorsqu'il aurait besoin d'aide. Et la dernière chose qu'il fit fut justement de demander à cette aide de venir. Le fil piège. À l'intérieur d'une maison mobile à Lévis, au Québec, un fil très fin était tendu à hauteur de cheville à travers le sol. Une extrémité était attachée à la détente d'un fusil chargé, posé de manière à viser l'autre côté de la pièce. Il ne fallait pas grand-chose pour le déclencher. Un pas imprudent, un pied au mauvais endroit, et le fil tirait sur la détente, envoyant une balle sur quiconque se trouvait devant l'arme. L'homme qui avait construit ce piège s'appelait Joe Spotfine. Il avait 75 ans. Il vivait seul, à des kilomètres de toute aide. Avec les années, il s'inquiétait de plus en plus de savoir qui pourrait franchir sa porte. Il installa donc le fusil pour régler le problème, pensant qu'un cambrioleur qui entrerait dans la maison serait abattu avant d'aller plus loin. Mais un fil tendu aussi bas est facile à oublier, même pour celui qui l'a installé. Poe devait franchir ce même espace étroit chaque jour, son propre pied passant à quelques centimètres du piège qu'il avait préparé pour un inconnu. Après suffisamment de jours sans incident, il finit par y passer sans même y penser. C'était l'erreur. Il savait où se trouvait ce fil. Pourtant, un jour d'octobre 2010, son propre pied s'y accrocha. Le fusil se déclencha et la balle le toucha à bout portant. Il mourut seul dans la maison qu'il avait transformée en arme. Lorsqu'on le retrouva, le fusil était toujours en position et toujours chargé. Le piège était toujours aussi mortel que le jour où il l'avait construit. Pour atteindre son corps, il fallait d'abord franchir cette ligne mortelle. Poe l'avait construit pour tirer sur un cambrioleur qui ne vint jamais. La seule personne qu'il tua fut l'homme qui l'avait installé. Le braconnier. Tard un mardi soir, Surat Pradhan se glissa dans la forêt située à l'extérieur de Saharanpur, son village dans le district de Ganjam, dans l'est de l'Inde. Deux autres hommes l'accompagnaient. Ils étaient venus chasser les sangliers et les cerfs qui se déplaçaient dans les bois après la tombée de la nuit. Ils n'avaient pas apporté d'armes à feu, parce que Surat utilisait l'électricité. Il avait relié de longs fils dénudés à une ligne électrique à haute tension située au-dessus de la forêt, puis les avait tendus près du sol, exactement à l'endroit où les sangliers et les cerfs passaient. Tout animal qui marchait dessus mourait instantanément. C'était un piège de braconnier, bon marché et silencieux. Il en avait construit plusieurs. Tout animal tué pouvait ensuite être récupéré et vendu. Mais cette nuit-là, il avait plu. Et un sol mouillé combiné à du métal dénudé constitue un mélange extrêmement dangereux. Quelque part dans l'obscurité, alors qu'il se déplaçait au milieu de son propre dispositif, Surat marcha lui-même sur le fil sous tension. Toute la charge électrique le traversa instantanément. Il mourut dans la boue, exactement de la même manière qu'il avait prévu de tuer les animaux. Ses deux compagnons ne tentèrent pas de l'aider. Ils se retournèrent et s'enfuirent, le laissant là où il était tombé. Lorsque Surat ne rentra pas chez lui, sa famille partit à sa recherche. Le lendemain matin, ils retrouvèrent son corps dans les arbres, à côté du fil qu'il avait installé la veille. Son fils signala la mort à la police. Le piège était toujours sous tension plusieurs heures après avoir tué l'homme qui l'avait installé. L'électricité dut être coupée avant que quiconque puisse atteindre son corps. Et ce n'était pas le seul piège dans cette forêt. Les patrouilles forestières en avaient retiré 7 autres dans ces mêmes collines en seulement 6 mois, chacun conçu pour tuer tout ce qui passerait dessus. Surat était entré dans la forêt comme un chasseur. Le fil qu'il avait posé pour les animaux fit finalement de lui la proie.